Le seul danger qu'il peut y avoir, c'est que le slashing se passe en dehors du consensus du layer 1, donc d'Ethereum, que des choses qui se passent sur les AVS peut affecter techniquement genre la sécurité économique d'Ethereum. Depuis, en effet, il y a eu quelques announcements de protocoles qui se lancent, qui vont être en compétition avec Eigenlayer sur Ethereum. Comme je disais, il y a aussi des protocoles, j'ai entendu parler d'un protocole qui se lançait sur Solana et Bitcoin. En fait, Eigenlayer, c'est juste une plateforme de confiance décentralisée, une plateforme de sécurité économique. Sur Ethereum, on a par exemple des LST. Les LST, comme Lido, permettent de donner de l'Ethereum à Lido et que Lido s'occupe lui-même de faire la validation. Dans les faits, en fait, derrière Lido, il y a une trentaine d'opérateurs qui font tourner l'infra pour Lido. Donc Lido, c'est pas juste une entité, derrière, il y en a 30. Oracle a sorti son système de points et je pense qu'à terme, plein d'autres AVS vont sortir leur système de points. Il y a de fortes chances que, voilà, on sait ce qui arrive après les points. De la même manière que l'Ethereum staké peut être réutilisé, réhypothéqué pour sécuriser d'autres protocoles qui ont besoin d'un consensus décentralisé, donc lié à de la sécurité économique, pourra à terme réutiliser Bitcoin pour aller sécuriser des L2, aller sécuriser potentiellement aussi des AVS qui vont être aussi variables que sur Eigenlayer. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, comme disent Legends. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Edgar de Kiln. Hello Edgar, comment ça va? Hello, ça va? Bah écoute, ça va. On a le marché qui dump. Donc, on va essayer de venir avec des informations assez intéressantes pour faire en sorte que les gens oublient que ça dump et qu'on perd de l'argent, idéalement. Et surtout, je trouve que c'est plutôt cool aussi, peu importe les conditions de marché, de s'intéresser à ce qui se passe sur le marché et prendre du temps pour comprendre un petit peu les nouveautés, les nouveaux mécanismes, etc. Aujourd'hui, ça va être l'occasion surtout de parler restaking et de tout ce qui se passe aussi d'un point de vue staking pur, puisque tu travailles chez Kin, qui est aujourd'hui une des plus grosses sociétés, je pense, de staking en Europe, qui travaille avec de nombreux partenaires, dont Ledger. Donc souvent, quand vous avez l'occasion de staker via Ledger Live, en fait, vous stakez via un service proposé par Kin, d'une certaine manière. Donc vous êtes plutôt en place. Et du coup, je me suis dit, qui de mieux que vous, que toi, pour parler un petit peu du restaking, pour être totalement transparent. En gros, je suis allé dans les bureaux de Kiln pour parler un petit peu avec eux. Et un jeune Edgar est apparu. Et du coup, on a un petit peu parlé de ce qui se passait sur cette narrative de restaking. Et je me suis dit qu'il pouvait être très intéressant pour vous et aussi pour moi, pour mieux comprendre voilà, tous ces mécanismes, toutes ces nouveautés. Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de confusion autour du restaking. On nous parle de ça à longueur de journée. J'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas nécessairement ce que c'est. Ce que ça amène comme risque, ce que ça amène comme utilité. Est-ce que c'est quelque chose qui va être là pour rester ou est-ce que c'est juste une tendance éphémère? Et comprendre aussi un petit peu toutes les subtilités techniques et du fonctionnement même, tu vois, d'Eigenlayer. Parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Souvent, on parle du jeton, on parle de l'opportunité d'avoir un yield supplémentaire et de prendre davantage de risques pour avoir davantage de points et donc avoir ce jeton Eigen qui d'ailleurs a été annoncé, qui va être lancé incessamment sous peu. Mais donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je pense que ça va être surtout l'occasion pour toi de te présenter. Donc qui es-tu Edgar? Que fais-tu dans la vie? Voilà, quelles sont tes passions et que faisais-tu avant les cryptos? Super. Donc moi c'est Edgar, je suis protocole spécialiste chez Kin. On pourra parler un peu de ce que ça va dire juste après. Mais moi je me suis lancé dans la crypto quand j'étais encore étudiant et voilà j'avais un background un peu de retail investor. On m'en avait parlé. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Moi je pense comme toi, j'ai commencé en 2017 ou t'as commencé en 2016 toi, non? 2016-2017. Ouais, je pense fin 2016, début 2017. C'est le moment où j'en ai entendu parler. Mais est-ce qu'on peut dire je me suis vraiment mis au crypto à ce moment-là? C'est plutôt, tu sais, t'en achètes et puis t'attends et puis tu te dis, wow, portfolio monte là. Faudrait peut-être que je creuse un petit peu. Ouais, pareil. Alors moi, je suis la même expérience, sauf que le portfolio baissait parce que moi, j'ai commencé à acheter plutôt fin 2017 parce qu'au début, en fait, j'y croyais pas trop et en fait, j'ai senti le fameux FOMO que beaucoup ressentent dans la crypto, auquel j'ai cédé, auquel nous avons tous cédé à un moment donné. Exactement. Et voilà. Et donc, mais j'avais acheté un peu de crypto. Je pense que la première fois que j'ai eu du Bitcoin, c'était, je pense, à $13 000. Je comprenais pas très bien comment ça se passait. J'ai acheté ça, même pas sur un SEC, sur un CX. C'était très, très mal fait. Et voilà. Et en fait, je suis resté dans l'écosystème pendant toute une année au début parce que, en fait, je commençais à regarder des vidéos YouTube un peu comme
comme CryptoPixel, même si ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte de la puissance culturelle de cet écosystème-là, de tous les débats virulents qu'il y avait en fait Qui se passait des choses, là-dedans, quoi. qui se passait des choses en fait. C'était pas juste voilà une bulle et après on passait à autre chose. En fait, il y avait des gens qui parlaient de choses techniques, choses fondamentales, avec Toute la il y journée. avait un aspect politique et philosophique à la chose, et c'est ça qui m'a voilà, je me suis rendu compte que c'était plus que juste des prix qui montaient et qui baissaient. Et voilà. Et donc, j'ai fini mes études et j'ai eu plusieurs expériences dans la crypto. J'ai fait un premier stage chez Price Blockchain Week. Après, je suis allé faire un stage chez Ledger Entreprise. Je suis resté chez Ledger en tout pendant 1 an et demi et j'ai rejoint un Kin en tant que protocole spécialiste en septembre de l'année dernière. Ok. Et du coup, toi, avant les cryptos, qu'est-ce que tu faisais? Quelles études un petit peu t'as fait et tout? Parce que voilà, je pense que le petit background pré-crypto conditionne souvent comment on approche les cryptos. Donc, est-ce que tu as fait voilà, des études avancées, spécialisées, liées de près ou de loin à la crypto ou pas du tout? Moi, j'ai fait des études, j'ai fait un bachelor à Montréal, c'était en gros une école de commerce, où j'étais spécialisé en finance et en ce qu'ils appellent en québécois l'analytique d'affaires, donc business analytics. Donc c'est les mathématiques appliquées à la gestion. Et ensuite, j'ai fait une césure un peu en finance traditionnelle et je suis ensuite parti faire un master à Madrid, où j'habite maintenant, un master en management avec une spécialisation en digital business. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai travaillé dans les cryptos, c'est plus tout ce que je faisais en dehors de mes études plutôt que mes études en elles-mêmes. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Kiln? Et surtout, quelles compétences, en fait, ça demandait, tu vois, pour avoir le poste que tu as aujourd'hui? Parce que c'est un poste qui demande quand même d'avoir les mains dedans, quoi, de comprendre techniquement ce qui se passe et d'avoir un regard critique sur tout ça. Donc, pour avoir un regard critique, il faut vraiment avoir une compréhension assez, tu vois, deep. Donc, Non, après, il y a chez Kim des gens qui sont beaucoup plus experts que moi. En revanche, mon travail, ça va plutôt être de comprendre en fait ce que ces gens pensent. Alors bien sûr, je vais faire de la recherche par moi-même, mais mon travail en fait en tant que protocole spécialiste, c'est de prioriser en fait quels sont les nouveaux protocoles qu'on va supporter sur le staking. En fait, et je dis protocole et pas blockchain en général parce que ça touche plein de choses. En fait, ça touche le staking, ça touche les protocoles de liquid staking, ça touche les protocoles de restaking, et ensuite, donc, dans le cadre d'Agenlayer, ça va toucher chaque protocole qu'on peut sécuriser à travers du coup le restaking, donc ce qu'on appelle les AVS, Actively Validated Services. On en parlera après, j'en suis sûr. ok. Du coup, Kin, juste pour faire une description assez simple, c'est un validateur sur plein de chaînes qui du coup fait du staking natif sur Ethereum, du staking natif sur pas mal d'autres aussi, Layer 1, et qui du coup aussi se met au restaking. Est-ce que je loupe quelque chose? Est-ce qu'il y a peut-être des activités Non, alors que t'avais je connais mentionné, moins? non, alors bien sûr, il y a les activités qui vont être annexes, comme par exemple Kin Connect et Kin On-Chain, c'est des choses en fait des services annexes qui va permettre de faciliter l'expérience de staking pour nos clients. Donc que ce soit genre un meilleur reporting avec Kin Connect par exemple Surtout pour les entreprises? pour les entreprises, exactement. Ou par exemple, si on est un wallet et on veut intégrer nativement avec des commissions natives Ethereum sur son wallet, par exemple comme Ledger, et ben on utilise en fait Kin On-Chain. Et pour vraiment simplifier la chose, Kin On-Chain permet de rendre Ethereum, permet de le rendre de façon pratique, presque DPoS plutôt que POS. Et dans les chaînes Ok, DPoS, tu as des commissions natives, ok. ce qui n'est pas le cas sur Ethereum. Et du coup, sur quel sujet, toi, tu travailles le plus activement et quand tu te lèves, comment débute ta journée? À quoi ressemble ta journée, tu vois? Parce que j'ai vu que voilà, tu étais à fond sur la narrative restaking. Est-ce que tu te concentres surtout sur ça? Est-ce que tu te concentres sur d'autres choses? Enfin, tu vois, je suppose que ton travail il est aussi un petit peu lié au focus, tu vois, de Kin, de ce qui vous intéresse le plus. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui vous intéresse le plus et sur quoi tu passes le plus de temps? Il y a une grande partie de mon travail qui est le fait de me synchroniser en fait avec l'équipe vente pour comprendre ce que le client final veut vraiment comme nouvelle chose sur Kin.
Et on va dire, il y a aussi toute une partie veille, donc essayer d'être le plus à jour possible de toutes les nouvelles innovations qui se font dans l'écosystème. Et ça va plutôt être sur les nouvelles layers 1 qui se lancent. Par exemple, sur l'écosystème Cosmos, il y en a énormément qui peuvent se lancer assez vite. Et toutes les narratifs comme le restaking, le staking de Bitcoin dont on parlera un peu après. Plein de choses. Donc tu passes pas mal de temps sur Twitter, à ce que je comprends. Entre autres, Twitter, c'est un formidable outil de travail pour ce que je fais. Moi, je comprends toujours pas comment on peut s'intéresser aux cryptos et ne pas être sur Twitter. Parce qu'en vérité, il y a plein de gens qui sont pas sur Twitter. Je pense qu'on utilise YouTube quand on a envie de pas perdre trop de temps et d'avoir une sorte de résumé des informations et de ce qui se passe. Mais je pense que c'est indispensable d'être sur Twitter parce qu'il se passe trop de trucs et en termes de divertissement aussi, c'est c'est assez sympa. Après, on n'a pas forcément la partie divertissement, ça peut parfois être une perte de temps, mais en effet, sur Twitter, c'est là où tu vas avoir l'information la plus rapide et souvent la plus brute. Donc c'est quand même hyper important. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Pour commencer peut-être sur le restaking, est-ce que tu peux expliquer fondamentalement ce que c'est et comment ça fonctionne? Ok. Donc juste pour un petit rappel, le staking, en fait, c'est le fait de mettre en collatéral des actifs. Donc, dans le cas d'Ethereum, c'est de l'Ether, pour valider, faire le travail de validateur sur une blockchain. Et en fait, pourquoi on met en collatéral des actifs? Parce que si on se comporte mal en tant que validateur, on va expérimenter ce qu'on appelle le slashing. Le slashing, en fait, c'est une punition, c'est-à-dire que si tu as mal fait ton travail de validateur, on va te prendre un peu de tes Ethers. C'est le mécanisme incitatif qui permet de garder le réseau honnête. Et si tu fais bien ton travail de validateur, tu vas gagner des rewards. Et ces rewards, c'est l'émission de nouveaux tokens quand il y en a dans les protocoles et les frais dans les blocs que tu veux valider. Donc, ce que tu payes pour faire passer une transaction Ether, ce que tu payes pour faire passer une transaction Bitcoin, et ça peut être assez élevé pendant certaines périodes. Je pense notamment au mint Overside Overdid sur Ethereum, c'était assez fou. Je suppose qu'il y a eu plein d'autres mints aussi à cette époque-là qui étaient assez fous. Et je pense dernièrement avec tout ce qui est ordinals, runes, etc. Sur Bitcoin, ça peut aussi être des frais assez folants. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait 78 millions de dollars de frais Bitcoin payés en une journée le jour du Apple. Ouais, parce qu'il y a eu un protocole qui s'est lancé qui s'appelle les runes. Et en fait, tout le monde voulait être le premier à minter ces runes. Et donc, en fait, la commission que les gens étaient prêts à payer aux mineurs pour être inclus, en fait, dans ce bloc du halving était incroyable. C'était, je pense, c'était plusieurs ordres de magnitude au-dessus de la moyenne. Ouais. Et du coup, je t'ai coupé, désolé. T'expliquais le staking? Oui, le staking, j'ai expliqué. Et du coup, en fait, le restaking, ça permet en fait de réhypothéquer. Donc voilà, le staking, c'est on hypothèque de l'Ethereum, par exemple, pour sécuriser le réseau Ethereum. Le restaking, on va réhypothéquer cet Ethereum qui est staké pour valider d'autres protocoles, en fait. Et en fait, ces autres protocoles, c'est des protocoles qui ont besoin de sécurité économique et qui ont besoin d'avoir un consensus décentralisé, donc pas juste des applications décentralisées sur Ethereum comme Uniswap. Uniswap, c'est un code qui permet un code qui tourne de façon automatisée sur Ethereum et qui jouit en fait de l'infrastructure décentralisée d'Ethereum. Mais il y a certains protocoles, par exemple un bridge ou par exemple des oracles qui ont besoin des applications qui ont leur propre layer 1, qui ont leur propre layer en réalité. Par exemple des séquenceurs sur des layers 2 dans le contexte d'Ethereum. Mais ouais. Et donc en fait, plutôt que ces protocoles-là, plutôt que d'aller chercher leur propre set de validateurs, plutôt que d'aller devoir générer un token et d'aller vendre leur token et convaincre les validateurs de locker leur token pour sécuriser le réseau, ils peuvent directement aller piocher dans la sécurité économique d'Ethereum. Donc
Pour les risk-takers, en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est que ça leur permet d'avoir des rewards qui sont en plus de leurs rewards qui sont déjà sur Ethereum. Pour le même travail qui est d'avoir des Ethereum stakés, plus ou moins. On va dire avec le même capital, mais pas pour le même travail, parce que du coup, il va falloir faire tourner l'infrastructure de ces différents protocoles. Et quand on fait tourner ces différentes infrastructures, on va aussi. Alors non seulement c'est un coût pour l'opérateur comme Kin, mais c'est aussi des risques supplémentaires, parce qu'il va y avoir des risques de stashing supplémentaires, parce que tu vas faire tourner d'autres protocoles qu'Ethereum. Okay. Et est-ce que, tu vois, tu disais que l'idée c'était de piocher un peu dans la sécurité économique d'Ethereum pour valider deux chaînes, parce qu'elles en ont besoin. À quel point il y a beaucoup de chaînes qui en ont vraiment besoin? Et est-ce que le risk-taking fera toujours sens, dans le sens où, si on a la majorité de l'écosystème qui est build sur 1, 2, 3 écosystèmes, je sais pas, l'écosystème Ethereum, l'écosystème Solana et peut-être l'écosystème Bitcoin, est-ce qu'il y aura un aussi grand intérêt que maintenant où tout est un peu éparpillé, fragmenté? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'activités qui se concentrent sur Ethereum et ses Layer 2. Est-ce que le risk-taking a un intérêt pour cet écosystème de Layer 2 ou pas du tout? De même, on a des choses qui se concentrent pas mal sur Solana, mais en soi, Solana, d'un point de vue sécurité, ça a l'air d'aller et il n'en a pas trop besoin. Tu vois, j'ai du mal à identifier à quel point le risk-taking est important, à quel point il y a beaucoup de demandes et à quel point cette demande, elle va perdurer, en fait. En fait, aujourd'hui, il y a des applications qu'on connaît qui ont besoin de leur propre consensus, qui ont un espèce de mécanisme de staking et qui sont pas des chaînes, en fait. Par exemple, Chainlink, ils ont un mécanisme de staking. The Graph, ils ont un mécanisme de staking. Ils peuvent pas juste se bâtir sur une plateforme comme Ethereum. Ils ont besoin d'avoir leur propre consensus pour garder cette honnêteté. Et en fait, il y a énormément en fait de variétés dans les protocoles possibles qui peuvent jouir en fait de cette primitive qui est le risk-taking. Et ça va de tout ce qui se passe sur les roll-ups, donc la data availability, le sequencing, plein de choses. Ça va jusqu'à, par exemple, des applications de MPC qui réutilisent de la sécurité économique pour assurer qu'elle fonctionne bien, en fait. Donc, c'est pas overkill, c'est ça que tu veux dire. C'est pas un faux besoin. C'est un besoin qui est réel et qui se fait ressentir depuis longtemps. Et en plus de ça, c'est le fait de permettre aussi de s'aligner avec un écosystème. Donc, si je suis un AVS sur EigenLayer, j'offre un peu entre guillemets un cadeau aux stakers d'Ethereum parce que je leur permets de réhypothéquer la valeur de leur Ether pour aussi sécuriser mon protocole, et donc du coup je vais les rétribuer. Donc ça permet en fait de s'aligner du coup avec Ethereum, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on va avoir beaucoup de grandes Layer 1 qui vont en fait lancer, sur lequel il va y avoir des protocoles de risk-taking. Donc on verra, il y en a sur Bitcoin par exemple, il y en a aussi qui se lancent il y en a une qui se lance sur Solana par exemple. Voilà, si on a envie d'être aligné avec l'écosystème Solana pour aller build un bridge Sol vers d'autres chaînes, ça peut faire du sens de réhypothéquer du Solana qui a été staké. Ok. Et comment t'expliques que EigenLayer soit l'élu? Est-ce qu'il y a des concurrents? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on parle d'aucun concurrent d'EigenLayer. Est-ce qu'il y en a même, tu vois? Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a EigenLayer, tu vois, enfin, en tête quand on pense au risk-taking, mais est-ce que ça pourrait changer? Et est-ce qu'il y a des alternatives même à EigenLayer? Alors aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle on parle de EigenLayer, parce que c'est EigenLayer qui a introduit le concept de risk-taking sur Ethereum. Sur une chaîne où il n'y a pas de risk-taking natif. Parce que par exemple, le Cosmos Hub, d'une certaine manière, on peut estimer que l'Atom Economic Zone, c'est une solution de risk-taking. Et voilà, ils ont sorti du coup leur papier de recherche je pense en avril 2023, et ils ont fait beaucoup de bruit parce que c'était les premiers vraiment à penser à ça et à penser à construire une plateforme de risk-taking. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas c'est les premiers qui ont vraiment fait du bruit et qui aussi ont exécuté le concept. Ouais. et qui ont exécuté aussi. Ouais. Et alors depuis, en effet, il y a eu quelques announcements de protocoles qui se lancent,
qui vont être en compétition avec EigenLayer sur Ethereum. Comme je disais, il y a aussi des protocoles. J'ai entendu parler d'un protocole qui se lançait sur Solana et Bitcoin. Et du coup, concrètement, si on avait plein de solutions concurrentes, qu'est-ce que ça amènerait? Est-ce que ça aurait des répercussions négatives ou c'est juste bien d'avoir de la compétition en plus de ça? Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir une approche différente sur certains points, peut-être sur lesquels les gens sont critiques? Est-ce que d'ailleurs les gens sont critiques à l'égard d'EigenLayer? Ouais, les gens sont critiques à l'égard d'EigenLayer. Je pense que c'est pas depuis que l'idée a été popularisée, il y a eu plein de discussions qui se sont déroulées dans l'écosystème Ethereum, l'idée par la fondation Ethereum, mais aussi plein d'autres personnes. L'autre partie de ta question, c'était quelle sera l'approche pour toi des concurrents? Est-ce que Ethereum est le terrain conquis de EigenLayer? On verra jamais de gros concurrents à EigenLayer sur Ethereum, mais à ce moment-là, on verra plutôt des concurrents sur d'autres chaînes? Ou est-ce qu'ils sont quand même sur Ethereum, et à ce moment-là, ils ont une approche différente? Si oui, laquelle? L'approche différente qu'ils peuvent avoir, c'est par exemple dans la complexité qu'ils peuvent mettre dans leur système de slashing. Plus on peut avoir un système de slashing qui va être granulaire et vraiment détaillé, plus on pourra construire des applications, donc du coup des AVS complexes. Et aussi, EigenLayer pour l'instant ne permet que de restaker de l'Ethereum, mais on pourrait aussi penser à réhypothéquer ou à hypothéquer tout court n'importe quel ERC20. Donc peut-être qu'on pourrait dire, vas-y, on peut staker de l'USDC par exemple. Donc je mets en collatéral de l'USDC pour aller sécuriser des protocoles et sans forcément que ce soit quelque chose qui soit nativement stakeable. Et pour toi, c'est imaginable? Est-ce que tu penses que ça arrivera dans un avenir proche ou est-ce que c'est encore hyper lointain? Il y a déjà des compétiteurs qui ont été annoncés, qui ont partagé des white papers, qui ont annoncé des levées à plusieurs milliards de valo. Donc oui, c'est quelque chose qui va arriver. Et du coup, on n'a pas parlé exactement de comment EigenLayer fonctionne techniquement. Tu vois, comment ça se divise techniquement? Tu m'avais expliqué qu'il y avait plusieurs, entre guillemets, couches, plusieurs tranches, qu'il y avait des smart contracts, qu'il y avait les EigenPods, que derrière côté de ça, il y avait les AVS, etc. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer de la façon la plus simple possible toute cette technicité qui a l'air inaccessible vu de l'extérieur, en fait? Non, mais c'est vraiment pas inaccessible. Vraiment, il faut comprendre que le plus important en fait pour EigenLayer, c'est de trouver un moyen de slasher l'Ethereum qui est staké en fait. Et parce que les opérateurs en fait qui vont être sur donc sur EigenLayer, il y a les restakers. Donc toi et moi, on va staker, on met nos Ethers stakés, et une fois qu'on est sur la plateforme EigenLayer, on va déléguer à des opérateurs qui vont supporter des protocoles qu'on appelle des AVS. Donc ces AVS. Donc il y a trois entités: les restakers, les opérateurs et les protocoles. Okay. Et en fait, EigenLayer, en fait, c'est juste au final une couche de smart contract qui permet à l'Ethereum, une fois que l'Ethereum en fait est sorti de la partie consensus de la Beacon Chain, une fois qu'il est sorti de le slasher si c'est mal comporté quand il était là pour sécuriser des AVS. Donc en fait, il y a deux grandes manières de restaker sur EigenLayer aujourd'hui. C'est soit on veut le faire de façon native, donc on va déployer un validateur Ethereum avec EigenLayer. Et en fait, d'une façon pratique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va déployer un smart contract EigenLayer qui s'appelle un EigenPod. On va dire quand on va lancer notre validateur, les rewards, ils vont pas directement dans mon adresse, ils vont sur l'EigenPod. Donc ça fait que le validateur peut être considéré par EigenLayer comme étant restaké. Et ce qui va se passer, c'est que comme quand on va exit sa position de staking, ça va passer par du coup ce smart contract EigenLayer. EigenLayer aura la possibilité de slasher si on s'est mal comporté, du coup quand on sécurisait les AVS. Donc ça c'est la partie native restaking. Et après il y a la partie LST restaking, où là on va juste déposer, donc au lieu de faire le staking de façon native, on va utiliser des LST, donc du Lido State ETH, du Rocket Pool ETH, et on va les mettre dans des pools
et une fois qu'ils sont dans ces pools, on peut directement déléguer à des opérateurs sur Eigenlayer. Et comme comme c'est LST, ils sont sur des pools d'Eigenlayer, Eigenlayer peut imposer du slashing si on s'est mal comporté en sécurisant les protocoles. Donc, je prends mes Ethers stakés ou liquid stakés, pour faire très simple, et ensuite je les donne plus ou moins à Eigenlayer. En fait, concrètement, ils arrivent dans un smart contract, et qu'est-ce qu'ils deviennent après, en fait, ces Ethers stakés ou liquid stakés? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils restent juste dans un smart contract? Est-ce qu'ils bougent autre part? Enfin, quelle est un petit peu cette mécanique de je dépose de l'argent, que deviennent mes fonds? Enfin, quel est un petit peu ce circuit d'un point de vue purement Ether staké, Ether liquid staké? On va prendre l'exemple du LST restaking parce que je pense que c'est plus simple. Donc moi j'ai des STETH, okay. je les pose dans la pool STETH d'Eigenlayer. Eigenlayer, une fois qu'il a vu que j'ai posé mes 5 STETH, il prend en compte, voilà, maintenant Edgar a 5 STETH disponibles, 5 ETH disponibles sur Eigenlayer qui peut aller déléguer à un opérateur comme Kiln, et ensuite Kiln va du coup supporter faire tourner des AVS. Okay. Et donc du coup, si Kiln se comporte mal, imaginons que Kiln fasse quelque chose de vraiment très très mal et du coup il y a 10% de ce qui est stacké chez Kiln qui doit être stashé. Quand moi je vais vouloir récupérer mes STETH, Eigenlayer va dire non, toi tu dois repartir avec 10% en moins parce que tu as délégué chez Kiln. Quelles peuvent être les raisons d'un slashing en réalité? Tu vois, qu'est-ce qu'un mauvais comportement, tu vois, dans le restaking entre guillemets, ou que Kiln pourra avoir, comme tu l'expliquais? Ça peut avoir plein de formes différentes en fait. Ça dépend. Est-ce que ça n'arrive jamais ou est-ce que c'est fréquent? En fait, c'est comme sur les autres chaînes. En fait, tu le vois, c'est quelque chose qui arrive au final assez peu souvent. Mais on a besoin que le mécanisme incitatif soit en place au cas où un acteur malveillant voulait s'emparer du système entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir son validateur, quoi. C'est important de bien choisir son validateur en fait parce que il peut parfois y avoir des choses qui vont en fait induire du slashing même de façon involontaire. Donc, par exemple, si ton infra elle tourne pas assez bien et que ton serveur il est down, il y a plein de chaînes sur lesquelles tu peux te faire slasher et voilà. Et puis aussi si tu délègues à un mauvais validateur, il y a des chaînes où tu vas potentiellement recevoir moins de rewards. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Mais est-ce que du coup, Eigenlayer, c'est genre juste un intermédiaire qui permet en fait de pooler des Ethers et de dire ok, genre ça, on peut mettre à disposition de la sécurité d'Ethereum et ensuite des opérateurs, des gens vont effectivement utiliser entre guillemets ces fonds et cette sécurité pour valider d'autres chaînes? Enfin, du coup, Eigenlayer, c'est genre juste une sorte de mise en relation de ce que je comprends? C'est ça. Eigenlayer, ça va être le middleman. Ouais. Le middleman, mais ça va être les smart contracts Eigenlayer qui vont être les middleman, qui en fait, va juste. En fait, Eigenlayer, c'est juste une plateforme de confiance décentralisée, une plateforme de sécurité économique. Donc, une plateforme où d'un côté il y a les gens qui veulent réhypothéquer leur sécurité économique
leur capital. Et de l'autre côté, il y a des protocoles qui veulent utiliser cette sécurité économique hypothéquée. Et alors, il y a aussi, là-dedans, parfois on parle d'EigenLayer et on parle en fait aussi de EigenDA, qui est un protocole qui est aussi développé par la même team qui développe EigenLayer, qui s'appelle EigenDA, qui est une solution comme de data Celestia, availability. comme Veil, comme d'autres, comme NIA. Voilà. Et donc c'est deux choses différentes. Faut pas confondre les deux. EigenDA, c'est un AVS sur EigenLayer. Et EigenLayer, c'est une plateforme de decentralized trust. Tu parlais d'AVS et donc que Kin faisait tourner des AVS, c'est ça? Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que pour le coup, AVS, j'ai l'impression que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Et j'ai même l'impression que, tu vois, on n'est même pas censé en entendre parler, dans un sens où c'est genre un sujet qui est assez technique, avancé, assez niché, et que nous, juste spéculateurs, investisseurs, on se retrouve à entendre parler de ces termes-là, alors que ça devrait pas forcément être le cas. Mais est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. Parce que, je pense que c'est relativement abstrait pour tout le monde, quoi. Mais déjà, moi, je pense que en tant que même spéculateur et quelqu'un qui pourvoit de la sécurité économique à EigenLayer, on est censé savoir ce que c'est qu'un AVS, parce que sinon c'est un peu grave. On sait pas vraiment. On n'a pas fait nos devoirs, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais, un peu. Il faut faire ça due deal. Et donc il y a des super. J'ai l'impression que ça devient des sujets tellement techniques, tellement. Ouais. Après, faut comprendre l'idée overall et après comprendre les différentes solutions possibles sur le marché. Il y aura toujours des choses qui vont être trop techniques sur lesquelles qui vont pas être appealing pour la plupart des gens. Il y a plein de choses qui sont trop compliquées pour moi et qui sont trop niches, par exemple. Voilà. Pour revenir sur les AVS, je pense qu'une très bonne chose à faire, c'est aller sur des interfaces comme risktaking.club ou genre a.eigenlayer.xyz, des espèces d'explorer d'EigenLayer où on peut voir en fait tous les opérateurs sur EigenLayer. On peut aussi voir tous les AVS et donc pour chaque AVS, on voit aussi une description de ce que le protocole fait. Et comme ça, on sait aussi quel opérateur fait tourner quel AVS. Ok. Et du coup, par exemple, dans notre cas, je prends des STIF, je les mets dans EigenLayer, donc je mets à disposition de la sécurité d'Ethereum. Ensuite, un opérateur, par exemple, j'en sais un, Kiln, Node Guardians, je sais pas, des boîtes globalement de staking, se trouvent comme opérateurs et vont derrière genre être sur des AVS et déployer cette sécurité sur des AVS. Et des AVS, en gros, c'est quoi? C'est des chaînes ou ça n'a rien à voir? Non, ça peut être plein de choses différentes. C'est aujourd'hui, t'as EigenDA qui est une solution de data availability pour des roll-ups. T'as par exemple eOracle qui est un oracle. T'en as plein de. Mais ce que tu veux dire, un AVS, ça peut être à la fois genre un layer 1 et un séquenceur et une solution de data availability. Enfin, ça peut être. C'est ça que tu veux dire? Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment. Okay. Ça peut être tout et n'importe quoi du moment qu'ils ont besoin de sécurité économique et qu'on veut bien la donner. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que tu as tes STETH qui sont mis sur EigenLayer. Et ensuite, tu peux choisir à quel opérateur tu vas déléguer ces STETH. Et après, l'opérateur, fais confiance. Tu fais confiance à l'opérateur qui se comporte bien, comme sur les chaînes DPoS, par exemple. Donc, tu délègues, en fait, cette ETH à ton opérateur. Et du coup, les AVS, est-ce qu'il y a une limite d'un point de vue AVS? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire actuellement et qu'on pourrait faire? Tu vois, quelles sont un petit peu les limites, les trucs qu'on pourrait pas faire et qu'on aimerait faire? Ou est-ce que c'est déjà assez complet? Les limites dans la variété des AVS, ouais. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment de limites. Il y a quand même de plus en plus d'AVS nouveaux qui se créent et moi je fais on a un podcast en fait où désolé, je chie mes propres trucs. Vas-y. On a un podcast où on interviewe on a un podcast où on interviewe les fondateurs d'AVS et à chaque fois c'est des choses qui sont de plus en plus complexes et plus en plus uniques. Et vraiment, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises on n'est pas au bout de nos surprises dans
Dans les use cases. Dans les use cases et donc à quel point un AVS peut être exotique. On parlait vite fait du liquid restaking. Du coup, globalement, ce que ça change, c'est que au lieu que l'opérateur, par exemple, soit Kin, en fait, l'opérateur, c'est Etherfi, c'est Renzo, c'est Kelp, ou est-ce que je me trompe? Enfin, en gros, c'est juste eux qui vont dire, nous, on va faire ce job d'opérateur que d'autres peuvent faire habituellement. Et par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est très clair dans les AVS qu'on va avoir. Donc, globalement, à quoi vont servir ces Ethers, qu'est-ce qu'ils vont sécuriser. Et en gros, globalement, le risque est lié à ce que tu sécurises et ce sur quoi tu vas. Et donc, globalement, le endgame, c'est tu as un certain curseur en termes de risque que tu vas bouger et qui va définir un petit peu probablement genre la solution de risk-taking que tu vas utiliser. Enfin, je suppose que tu auras des Etherfi enfin, je donne des noms au hasard, mais des Etherfi qui seront très agressifs, des Renzo qui le seront beaucoup moins, et du coup, d'une certaine manière, ton jeton de liquid risk-taking que tu vas utiliser, il va dépendre de quelle sensibilité au risque tu as et à quel point ouais, tu es prêt à prendre du risque, tout simplement, non? Ouais, alors déjà, il faut J'ai peur d'avoir de louper certaines choses ou d'être confus sur certains trucs, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que tu cadres tout ça. Pour rappeler, en fait, c'est ce que permet un protocole de liquid restaking. Donc, sur Ethereum, on a par exemple des LST. Les LST, comme Lido, permet de donner de l'Ethereum à Lido et que Lido s'occupe lui-même de faire la validation. Dans les faits, en fait, derrière Lido, il y a une trentaine d'opérateurs qui font tourner l'infra pour Lido. Donc Lido, c'est pas juste une entité, derrière, il y en a 30. Les protocoles de LRT, ça va être plus ou moins la même chose. Mais sauf que ça permet quand même d'abstraire une grande complexité, de pas avoir à aller toi-même sur d'avoir une sorte de standard en fait. Voilà, et en fait aujourd'hui par exemple tu vas sur Renzo, tu déposes de l'Ethereum, du Ethereum ou d'autres LST. Voilà, t'as une interface qui est hyper simple. Tu mets ton Ethereum en fait sur le smart contract de Renzo, et c'est Renzo derrière qui va s'occuper lui-même d'aller par exemple mettre les LST dans la pool. Et derrière, donc dans la partie Eigenlayer, tu vas avoir des opérateurs qui vont être Renzo by Kill par exemple, ou Renzo by. Ça pourrait être Etherfi by Kill quoi en réalité, qui lui va mettre les mains dans le truc. Fondamentalement, c'est ça. Si tu vas aujourd'hui, si tu vas sur risktaking.club par exemple, tu peux voir tous les opérateurs qu'il y a sur Eigenlayer, et tous ceux qui ont le nom d'un LRT, ils sont toujours Etherfi by quelque chose ou Renzo by quelque chose. Parce que c'est pas la team Etherfi, c'est pas la team Renzo qui fait tourner l'infra. Qui ont cette expertise-là. Mais du coup, quelle expertise ils ont? Quelle expertise ils ont? Le fait de pouvoir abstraire toute cette partie-là, le fait d'avoir construit. C'est juste des distributeurs en réalité. De la même façon que Lido est un distributeur. Mais Lido est un distributeur qui est. Moi, je pensais qu'ils avaient davantage cette. Alors, je pensais qu'ils avaient plus encore cette expertise technique. Alors, je suppose qu'ils en ont évidemment, mais je pensais qu'ils étaient peut-être un peu plus souverains, tu vois. Ils sont quand même souverains dans le sens où par exemple, c'est pas Kill qui va choisir si on fait tourner un opérateur .lrt, c'est pas nous qui allons choisir quel AVS on fait tourner. C'est le LRT qui va nous dire bon, voilà, notre stratégie, c'est d'être hyper risk-averse. Donc, vous allez faire tourner, par exemple, que Eigendia et eOracle. Dans les faits, là, maintenant, il n'y a pas de slashing sur Eigenlayer. Donc, tu peux faire tourner autant d'AVS que tu veux, tu ne te feras jamais slasher. Mais quand tu auras le slashing, là, il y aura besoin de faire un peu une analyse de risk-reward. Et chaque LRT va vouloir se spécialiser, je pense, à sa propre façon. Aujourd'hui, on parle de risk-taking parce que, globalement, ça va générer du yield, quoi. Et parce que le yield qui est obtenu via le staking d'Ether est en train de baisser, c'est une réalité. Et du coup, ça semble être un peu une sorte de porte de sortie, ou en tout cas une opportunité pour ceux qui stakent des Ethers et qui se rendent compte que 1 ou 2% à l'année, ça commence à être très faible, quoi. Du coup, si tout le monde se tourne vers le risk-taking, c'est qu'on va avoir des yields qui seront assez intéressants, parce que sinon, pourquoi prendre le risque? Et donc, s'ils sont intéressants, est-ce que tu as déjà une idée de à quoi ils pourraient ressembler? Est-ce qu'il y aurait des AVS qui rapporteraient plus que d'autres, ou des typologies d'AVS qui rapporteraient plus que d'autres? Parce que de ce que tu me disais, Eigenlayer est live sur son mainnet, mais ne distribue toujours pas de récompense, quoi.
Donc c'est pour ça que ça nous facilite pas la tâche, mais ce qui est assez fou d'ailleurs. Mais quand est-ce que les récompenses vont arriver et de quel ordre de grandeur seront-elles? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Oh, je suis le spécialiste, c'est mon point, c'est mon point fort et mon point faible en même temps. Je suis désolé. Non, pas de souci. Mais donc déjà, ouais, Eigenlayer est live. Il y a des AVS qui sont live sur mainnet. Il y en a à peu près 10 là. Donc il y a que, à ma connaissance, il y a que un AVS qui a sorti, on va dire, un mécanisme incitatif. Et ce mécanisme incitatif, en fait, ça va être, c'est des points. Donc plus tu commits de TVL à cet AVS, plus tu commits d'AVS plus tu Encore de TVL Edgar, mais on n'en peut plus de ces putains de points, c'est une Mais si vous maladie. aimez les points. On commence à Non, en mais avoir marre un peu. écoute, on peut dire ce qu'on veut. Il y a eu beaucoup de bruit sur Eigenlayer, mais la TVL d'Eigenlayer en Ethereum ne baisse pas. Donc il y a peut-être des gens qui sont mécontents sur Twitter. Une chose qu'on peut pas enlever au protocole Eigenlayer, c'est que la TVL reste. Ou peut-être que, vu qu'il y a un threshold de 7 jours et que ça fait moins de 7 jours qu'ils ont annoncé le truc, on voit pas encore cette baisse. Non, Moi, je suis un peu critique. tu peux quand même le voir. Okay. Hein. Tu peux quand même le voir. Ok. Voilà, donc eOracle a sorti son système de points et je pense qu'à terme, plein d'autres AVS vont sortir leur système de points. Il y a de fortes chances que, voilà, on sait ce qui arrive après les points. Après, et donc, il y a certains, par exemple, AVS qui ont déjà leur token. Donc, par exemple, Atlayer. Et donc, je pense qu'une bonne manière de rétribuer les risk takers, ça va être, par exemple, de donner une portion de l'inflation du token Atlayer aux risk takers d'Ethereum. Peut-être qu'ils feront. Pour l'instant, il n'y a pas d'incitation. C'est juste parce qu'ils sont live et qu'il y en a très peu de live et que c'est un peu du test, quoi. Mais autrement, dans un monde où tout le monde offre des incitations et que toi t'en offres pas, il y a personne qui vient chez toi. Alors surtout, comme il n'y a pas de slashing, comme il n'y a pas de risque, c'est aussi un peu normal qu'il n'y ait pas tout de suite de rendement. Bon, je pense quand même que les rewards arriveront avant le slashing, dans une idée de pouvoir avoir un maximum de rétention en fait de ce TVL. Et voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que imaginons que ton opérateur prenne 10% de commission et qu'on te donne que du coup l'AVS te donne l'inflation de son ERC20, et ben toi tu prendras 90% de ces rewards et ton opérateur, celui à qui tu as délégué, il gardera 10%. Mais du coup, c'est restackable à l'infini? Il n'y a pas de limite? C'est-à-dire restackable à l'infini? Genre, imaginons, je sais pas, j'ai un Ether qui est restacké. Ok. Du coup, c'est un Ether, je peux le mettre genre sur chaque AVS et donc faire comme si j'avais genre 1000 Ethers parce que je suis sur 1000 AVS en même temps et donc prendre le yield de 1000 Ethers, entre grands guillemets, sur ces chaînes ou c'est sur ces AVS tout quoi. Bah déjà, pour que tu sois dans cette situation-là, il faut qu'il y ait un opérateur sur Eigenlayer qui supporte 1000 AVS. Donc ça, c'est pas dit que si Eigenlayer arrive à grossir à ce point-là, on trouve vraiment des opérateurs qui fassent tourner autant d'AVS en même temps. Ça peut être un peu redondant. Mais en effet, ouais. Ça peut être quand même énorme. Ça peut être, ça dépend. Enfin, franchement, je suis assez curieux de voir quelle forme ça va prendre. Je peux pas forcément voir dans le futur, mais ouais, en tout cas, aujourd'hui, tu as 10 AVS qui sont lancés sur le mainnet. Tu peux déléguer à un opérateur qui fait tourner les 10. Et du coup, les récompenses, tu disais que ça arriverait potentiellement bientôt. Est-ce que tu as un ordre d'idée? Est-ce que on parle de quoi? De jours, de semaines, de mois? Alors, franchement, je n'en sais absolument rien. Et je suis, même si je parle aux équipes d'Eigenlabs, ils sont étanches. On est mis au courant. On n'est pas forcément mis au courant bien en amont par rapport à tout l'écosystème. Ok. Souvent, les gens parlent d'Eigenlayer comme un peu une bombe à retardement. Je crois même que Vitalik a été critique au sujet d'Eigenlayer. En tout cas, de mémoire, je sais plus s'il avait cité dans un blog post ou pas. Ouais. Pourquoi tout le monde décrit ça comme une bombe à retardement ou parfois un Ponzi, ou pourquoi tout le monde est aussi critique au sujet d'Eigenlayer? Est-ce que tu peux peut-être expliquer quels sont les risques sous-jacents, quelles sont les potentielles failles ou sources de failles ou sources de risques? Parce que voilà, il y a pas de repas gratuit, je suppose. Donc si on
ça semble peut-être trop beau pour être vrai. Donc, quels sont les risques en fait en utilisant Eigenlayer et quelles sont les attaques possibles sur Eigenlayer? Bah, pour vraiment simplifier le risque, c'est le risque principal. Donc déjà, c'est, on va dire, comme tous les... Hors slashing. Bah, hors slashing, s'il n'y a pas de slashing sur Eigenlayer, il y a pas forcément d'énormes problèmes. Il y a on va dire, sur l'idée du risk-taking de façon voilà, universelle, l'idée universelle du risk-taking, le fait de réhypothéquer de la sécurité économique, le seul danger qu'il peut y avoir, c'est que le slashing qui se passe en dehors du consensus du layer 1, donc d'Ethereum, donc des choses qui se passent sur les AVS, peut affecter techniquement genre la sécurité économique d'Ethereum. Donc par exemple, si imagine, on va dire un scénario catastrophe, même si je suis même pas sûr que le protocole puisse permettre ça, mais si demain il y a tout l'Ethereum sur Eigenlayer qui se fait stasher, et ben il y a du coup tout cet Ethereum en fait qui ne peut plus être comptabilisé comme sécurité économique sur la Beacon Chain. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sources pour toi d'attaque potentiellement, ou est-ce que en vrai la source d'attaque c'est le liquid risk taking? Pourquoi tu dis la source d'attaque c'est le liquid risk taking? Parce que en soi, ce qui peut faire le plus mal aux users, c'est que les providers de liquid risk taking, donc de jetons liquid risk takés, fassent mal leur job et puissent affecter tous les users en fait, tout simplement, non? Parce que en soi, de ce que tu me dis, le plus, enfin, et même le risque qu'il peut y avoir, c'est dans les smart contracts d'Eigenlayer aussi, non? Absolument. À partir du moment où tu amènes des smart contracts, tu amènes un risque de smart contract. Donc si tu as 10% Parce qu'on a quand même 14 milliards sur ces smart contracts, quelque chose comme ça, là? Ouais, ça a dû baisser avec les prix. Je pense à 12-13. Quand même. Ouais. Bientôt 50, quoi, c'est ça que ça veut dire. Bientôt 5, ouais. Pas forcément. Non, avec un Ethereum, c'est pour ça que j'ai ça. Ouais, mais... espérons. Non, mais qu'est-ce qu'on disait les risques, ouais, donc t'as un risque de smart contract, t'as les risques qui sont amenés liés au slashing et du coup la conséquence que ça pourrait avoir sur les réseaux Ethereum. Techniquement, le réseau Ethereum, il n'a rien demandé, il a pas demandé à Eigenlayer d'exister. Donc Eigenlayer, en fait, ça va être de facto pour le consensus d'Ethereum quelque chose de supplémentaire qui va amener de la complexité en plus. La chose. Okay. Et d'un point de vue liquid risk taking, on a vu qu'il y a eu un dépeg c'est quoi, RZETH ou enfin c'était EZETH. EZETH, ouais. Excuse-moi. Celui de Renzo. De Renzo. Comment c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir chez d'autres? Et est-ce que c'est pas le plus gros risque en fait sur Eigenlayer? Donc c'est pas c'est pas un risque direct, c'est plutôt un risque indirect, donc de gens qui build on top of Eigenlayer et qui peut-être essayent de faire des choses qui sont pas absolument nécessaires, si. Parce qu'on est quand même en train d'utiliser des Ethers qui sont stakés, donc liquid stakés, qu'on met chez des mecs qui nous créent un jeton de liquid restaké pour que derrière on utilise ces jetons liquid restaké dans la DeFi Ethereum tout en validant genre des centaines d'AVS. Enfin, on est en train d'empiler plein de trucs parce qu'on a quand même le risque de Lido potentiellement d'un côté. Ça, ensuite, c'est si tu fais du LST restaking, ce qui est pas forcément le cas. Mais ce qui est le cas de la majorité des gens, non? Renzo, la majorité de la TVL de Renzo, c'est de l'Ether, c'est pas des LST. Ok. Mais donc, quand ils font du native restaking avec ces Ethers. Du coup, t'as quand même ce risque-là. Ensuite, t'as le risque de smart contract de Eigenlayer et t'as le risque genre de DPEG, par exemple, et d'exploitation par l'opérateur, comme ces protocoles de liquid restaking, quoi. Donc, alors, pour revenir sur ce qui s'était passé sur Renzo, ce qui s'est passé, c'est juste le fait que, en gros, il y a eu plein de gens qui ont voulu withdraw. Comme les withdraws sont pas lancés sur le protocole Renzo, ça veut dire que tu peux pas, pour l'instant, tu peux pas claim tes. Mais pourquoi c'est le cas, par exemple? Je sais pas, c'est une question qu'il faut poser à Renzo. Mais voilà, mais de la même manière qu'il y avait déjà eu des DPEG sur Lido à l'époque. Où tu pouvais pas sortir tes STETH, il y avait eu parfois des moments de panique qui avaient fait que les holders de STETH, ils avaient en gros market sell contre de l'ETH leur LST, et du coup ça avait fait DPEG. Ouais, et ça avait fait DPEG
la relation entre les deux. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Ok. Mais donc en gros, la majorité du risque de ton côté vient selon toi du fait que il y avait une porte d'entrée mais pas de porte de sortie. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient créer une panique comme ça? Est-ce que ça peut être, je sais pas, des dysfonctionnements? Tu me parlais du fait qu'il puisse y avoir des problèmes avec les Eigenpods par exemple, ou qu'il y ait des problèmes peut-être avec l'upload de preuves, etc. Est-ce que tu peux peut-être détailler ça? Genre, est-ce que c'est un vrai risque ou est-ce que c'est... Donc, ça, c'est assez spécifique. C'est le coût du native risk taking. Et en fait, donc j'expliquais avant comment ça se passait quand on n'avait pas des STETH, mais qu'on avait vraiment 32 Ethers, qu'on voulait déployer un validateur et qu'on voulait considérer que ce validateur il soit risk také. Dans les faits, en fait, quand tu déploies un validateur et que du coup tu déploies l'Eigenpod, donc le smart contract d'Eigenlayer, tu dois aussi uploader plein de proofs. Et ces proofs, en fait, c'est juste on dit en fait ce qui s'est passé sur la Beacon Chain. Donc, par exemple, le skimming, donc la plupart des choses, c'est le skimming des rewards sur le consensus layer. Et donc, du coup, le skimming de ces rewards, c'est tous les 8 jours. Donc, en fait, pour vraiment synthétiser, le native risk taking, ça demande de faire plein de choses soi-même. Ça demande d'upload des proofs auprès d'Eigenlayer. Et donc, du coup, ça a un certain prix en gas. Et ce prix en gas, ça peut potentiellement impacter les rewards. Donc, imaginons que demain, 50% de la TVL d'un LRT veulent withdraw. Le protocole de LRT va devoir payer beaucoup de fees. Et ça peut potentiellement impacter la santé du protocole. Mais ça, c'est vraiment cas extrême. C'est un cas extrême et il faut aussi que le gas soit assez élevé. En ce moment, on a la chance, comme les prix baissent, on a aussi la chance d'avoir un gas qui est très bas. Donc, en tout cas, c'est pas un risque pour maintenant. Et aussi sur la roadmap d'Eigenlayer de trouver des moyens de mieux optimiser la submission de ces proofs. Et du coup, pour toi, c'est un risque qui pourrait s'accentuer, par exemple, si on avance dans le bull market et qu'on commence à avoir genre, des frais de transaction beaucoup plus chers, beaucoup plus élevés sur Ether? Ou est-ce que ce serait toujours quelque chose de gérable? Si la situation évolue pas et qu'on a un gaz à 100, 110 et plus de façon durable sur Ethereum, ouais, ça pourrait être un problème. Ok. Bon. J'ai l'impression que tu es très rassurant quand même sur Eigenlayer d'une manière générale, mais il y a quand même quelques petits points de risque dont il faut quand même avoir conscience. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais aux gens, par exemple, de s'essayer à ça? Est-ce que tu leur dirais de prendre des précautions? Est-ce qu'il y a peut-être une manière relativement safe d'utiliser Eigenlayer? Est-ce que du coup, il faut éviter le liquid risk taking, par exemple, selon toi? Non, il faut... Déjà, je peux pas donner de conseils en investissement, not financial advice, do your own research. Mais si toi, tu devais le faire, par exemple, toi, personnellement, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire? Et si tu devais le faire, de quelle manière tu le ferais pour éviter un maximum les risques qui peuvent être amenés par tout ce risk-taking et tout ce dont on a parlé juste avant? Moi, si je devais être le plus dégène possible, je pense que j'irais sur un protocole de LRT pour accumuler des points, pour essayer de gamer des airdrops, les prochaines saisons d'airdrop, et d'ensuite de faire plein de choses avec cet Ether risk-také et le mettre dans toutes sortes de L2 pour payer encore plus de points, voilà. Et après, si j'essaie de faire ça de façon un peu plus conservatrice en termes de risque, je privilégierais par exemple le fait de mettre mes Ethereum en STETH ou en LST, et d'après déposer ces LST sur Eigenlayer. Ok. Et du coup, pourquoi tu les mettras en LST plutôt qu'en ETH natif, et pourquoi? Parce que, comme je te disais, le native risk taking, c'est quelque chose qui va coûter cher.
Ok. Qui va coûter cher si les choses ne changent pas, si Eigenlayer n'upload pas en fait, n'upgrade pas en fait cette manière de faire du native restaking. En revanche, le staking de LST, c'est quelque chose qui est complètement qui est pas cher du tout. Ok. Merci pour ces précisions. Peut-être pour terminer sur la partie Eigenlayer, à quoi on peut s'attendre sur les prochaines semaines, prochains mois? Quels vont être un petit peu les gros trucs à venir? Est-ce qu'on a déjà tout mentionné ou est-ce qu'il y a des trucs spécifiques qui sont intéressants sur la narrative restaking à surveiller sur les prochaines semaines, prochains mois? Le futur est incertain, mais en revanche, une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est le token Eigen qui a été annoncé récemment. Et voilà, en fait, le token d'Eigen, ça va pas vraiment être un token pur de gouvernance, ça va être, on va dire, un deuxième jeton de staking qui va s'ajouter à l'Ethereum qui va être restaké. Et voilà, ça va être un peu une couche annexe de sécurité qui va permettre d'ajouter du slashing un peu plus complexe. Donc, qui permettra potentiellement à des AVS avec des règles plus complexes également de pouvoir tourner. Et du coup, on pourrait aussi utiliser ces Eigen en tant que collatéral pour sécuriser d'autres choses. Enfin, comment est-ce qu'on peut avoir du rendement du coup avec le jeton Eigen? Le jeton Eigen, tu pourras le déléguer à un opérateur sur Eigenlayer de la même manière que tu peux le déléguer à un opérateur. Mais ce serait tout aussi compatible avec tous les AVS ou est-ce qu'il y a des subtilités à ça? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je vois pas de raison pour lesquelles il y aurait certains AVS. Remarque, peut-être qu'il y a certains AVS qui diront non, on veut que de l'Ethereum restaké, on veut pas d'Eigen. Mais je pense que ils vont vouloir tout universel. Ouais. Enfin, on verra. Grandement possible. Il se passe pas mal de choses aussi du côté de Bitcoin. J'ai cru comprendre que tu étais assez intéressé par cet écosystème. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est du Fugazi? Est-ce que c'est genre vraiment intéressant? De quel œil un petit peu tu vois tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? C'est une vaste question. D'un point de vue purement staking, restaking, etc. Parce que je vois que en ce moment tu dis que pas mal ça. Est-ce que c'est Fugazi? Est-ce que c'est la poudre de perlimpinpin ou est-ce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment innovant quoi? Non, en fait, de la même manière que l'Ethereum staké peut être réutilisé, réhypothéqué pour sécuriser d'autres protocoles qui ont besoin d'un consensus décentralisé, donc lié à de la sécurité économique. Et ben, tu peux réutiliser aussi, tu pourras à terme réutiliser du Bitcoin pour aller sécuriser des L2, aller sécuriser potentiellement aussi des AVS qui vont être aussi variables que sur Eigenlayer. Donc par exemple le protocole qui fait ça s'appelle Babylon et tu as pas mal de L2 qui essaient de leverage du staking de Bitcoin ou un mix de staking de Bitcoin avec par exemple du merge mining. Il y a plein de systèmes possibles. Ok. Et du coup, ça resterait dans l'écosystème Bitcoin ou est-ce que avec nos Bitcoins, on pourrait sécuriser d'autres chaînes ou on pourrait interagir avec d'autres chaînes, genre en dehors de l'écosystème Bitcoin? Alors, par exemple, il y a Babylon qui propose d'utiliser du Bitcoin comme sécurité économique pour offrir de la sécurité supplémentaire ou même tout court de la sécurité à certaines chaînes Cosmos, par exemple. Okay. Donc, c'est un truc qui est encore juste en testnet. Mais c'est un truc qui est intéressant. On peut voir ça et donc c'est les chaînes Cosmos, mais aussi potentiellement d'autres AVS du coup, même s'ils s'appellent pas ça des AVS. Ok. Donc techniquement, on pourrait faire plein de choses de nos bitcoins. J'ai encore du mal à concevoir comment c'est possible exactement, mais à quel moment genre tu utilises tes bitcoins sur la blockchain Bitcoin pour l'utiliser pour sécuriser d'autres réseaux. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que il y a un souci de sécuriser les chaînes et de mettre en fait la réussite de Bitcoin et d'Ethereum au profit des autres. Pour toi, est-ce qu'il y a des choses particulières à surveiller? Qu'est-ce qui toi te hype le plus dans toute cette narrative-là? Est-ce que tu as peut-être des favoris ou des initiatives qui te plaisent particulièrement? Non, alors des favoris, il y a des à titre complètement personnel ou personnel. Ok. À titre personnel, moi c'est tout l'écosystème des L2 sur Bitcoin qui m'intéresse. Je pense qu'il commence à y avoir vraiment un changement presque culturel qui s'opère sur Bitcoin.
On le voit par exemple avec les Tap Wizards qui font beaucoup de bruit, qui ont réussi à mettre du coup quelque chose qui s'appelle OP4 sur le testnet de Bitcoin, sur le signet de Bitcoin. Et donc ça, c'est certaines avancées en fait qui permettraient d'avoir beaucoup plus de choses qui peuvent être faites sur des L2 Bitcoin ou sur des sidechain Bitcoin. Donc ouais, je pense que c'est un écosystème qui a pas dit son dernier mot. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ouais, moi je suis à la tout début, j'étais un Bitcoin maxi. Je me confesse. En dehors de Bitcoin, est-ce qu'il y a des trucs que tu surveilles? En dehors de Bitcoin, en dehors de Eigenlayer, avec quoi t'interagis toi-même, par exemple? Genre, qu'est-ce que toi tu fais? Genre, est-ce que tu vas farmer sur des protocoles à gauche, à droite? Vraiment, personnellement, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui activement avec tes wallets? Moi, un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est faire plein de trucs sur Blast. Je trouve que c'est très fun. C'est très Tu veux retail du gold, friendly. c'est ça? Je veux du gold. C'est un truc qui est très sympa, très retail friendly. Le fait d'avoir du yield natif sur ces stablecoins et sur ces Ethereum, tout en faisant plein de choses sur un layer 2 qui soit vraiment gamifié, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, enfin moi j'ai été extrêmement séduit en fait par Blur quand ils ont overtake OpenSea au dernier bear market. C'est-à-dire que t'avais pas assez d'NFT parce qu'ils nous ont quand même bien dump à la gueule avec les mecs qui essaient de farmer et qui finissaient par défoncer les floors, non? Non, parce qu'au final, la manière de fermer l'airdrop de Blur, il fallait provider de la liquidité. Donc c'était Et il fallait pas. aussi faire des transactions et j'ai l'impression qu'il y avait plein de mecs qui avaient essayé de farmer le truc, mais qui au final étaient en perte enfin, j'ai l'impression que enfin, je sais pas, peut-être que c'est genre juste le fait que le marché a dump et il aurait dump dans tous les cas, mais j'ai un Ouais, peu l'impression qu'il y a des mécanismes qui ont fait que Non, c'est un peu ce que je disais sur Twitter et tout. Je pense surtout qu'il y a des gens qui avaient un peu La haine. qui étaient mécontents que les Et NFT qui ont trouvé baissent un beaucoup coupable. et qui voulaient trouver un coupable. Ok, intéressant. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout, est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour eux? Un mot personnel, par exemple, de personnes, enfin, peut-être avec toutes les expériences que tu as eues, tu vois, avec Kin, avec Ledger, avec ce que tu as fait en crypto, est-ce que tu as peut-être une pensée pour les gens qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout et quelque chose qui pourrait leur servir? Moi, je suis pas forcément le meilleur donneur de conseils, mais je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre les primitives les plus importantes dans la crypto, comprendre Bitcoin, comprendre Ethereum. Si vous voulez vous intéresser à Eigenlayer, la team de Kin a développé un super site qui s'appelle risktaking.club, qui est en gros un espèce de super explorer sur Eigenlayer qui permet d'avoir plein d'infos. Donc ça, voilà, pour bien comprendre qui sont les opérateurs, qui sont les AVS, ce que les AVS font, quel opérateur supporte quel AVS. Ça, je pense, c'est super bien et ça permet de débrouiller en fait toute cette zone d'ombre qu'il y a sur le risk taking. Et ouais, la crypto c'est génial. Ouais, non, vraiment. Farmer des points. Non. La crypto c'est génial, farmer des gold. Bah écoute, merci d'être passé sur la chaîne. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Je sais qu'il y a des parties qui sont peut-être un peu techniques parfois et sur lesquelles même moi j'ai du mal, tu vois. C'est pour ça que je mets vraiment totalement mon ego de côté et des fois je pense que je dois poser des questions qui te semblent débiles, mais je le fais parce que je suppose qu'il y a plein de gens aussi comme moi qui ne comprennent pas tout, tu vois. Enfin, moi je suis quand même de base un spéculateur, un trader, un investisseur, donc on est un peu débile sur les bords, mais quand il est question d'argent, on a un cerveau qui fonctionne bien. Mais voilà, je voulais te remercier d'avoir pris le temps d'avoir expliqué tout ça. Et voilà, je pense que ça permettra aux gens d'avoir une vue plus complète du risk-taking et peut-être de mieux dormir sur leurs oreilles quand il est question de risque, parce qu'au moins ils le comprennent cette fois-ci, plutôt que de juste le subir et de pas le comprendre. Donc voilà, merci à toi et on se retrouve très vite, c'était Bixou. Avec grand plaisir. Tchuss. Salut.